L'alerte a retenti à 1h47 du matin, tranchant le silence comme une lame. Inutile de vérifier. Je le savais déjà. La localisation d'Isabella a surgi depuis la Little Chapel of Love à Vegas. Son téléphone était toujours lié au mien. Malgré tout, j'ai regardé. Certaines douleurs, il faut les voir soi-même. La photo s'est chargée lentement, comme avec un mauvais signal. La voilà, ma femme depuis 7 ans, dans une robe blanche que je n'ai pas achetée, embrassant un type. Charles Morion, son chef de projet, le même type dont elle jurait qu'il était juste un ami durant toutes ces nuits tardives au bureau. J'ai fixé la photo pendant 30 secondes. Puis j'ai posé mon téléphone, avec précaution, comme si je manipulais de l'acide. Main calme, respiration régulière. Mais à l'intérieur, ce qui tenait encore a fini par mourir. Pauvre idiote, ai-je murmuré dans la pièce vide. La plupart des types auraient appelé, hurlé, sauté dans la voiture et foncé à Vegas. Mais pas moi. Je suis Cooper Hamilton, analyste de recherche senior chez Méridien Pharmaceutique. Je ne crie pas, je planifie, et quand je réagis, c'est froid. J'ai saisi mon ordinateur portable, tapé comme un chirurgien. Premier arrêt, notre compte bancaire commun. Elle pensait qu'il était à elle parce que son nom venait en premier. Mignon. J'ai transféré 1730 $ sur mon compte privé. Celui que j'alimentais discrètement depuis 2 ans, depuis que j'avais commencé à avoir des soupçons. Ensuite, les cartes de crédit. Toutes. Sa MX Black, sa Visa, même ces stupides cartes de fidélité qu'elle collectionnait. J'ai appelé chaque compagnie et leur ai dit la vérité. Je suis désolé d'entendre ça, monsieur Hamilton, a dit la dame d'Amex. Nous allons les bloquer immédiatement. Merci, ai-je dit. Cool, mais juste assez brisé. J'essayais de protéger ce qui restait. À 3 heures du matin, j'avais un petit dossier bien rangé de reçus. Chambre d'hôtel, dîner chic, bijoux qui ne sont jamais apparus à la maison. J'ai créé un tableur avec des codes couleurs, trahison, ligne par ligne. Ce n'était que la première étape. Ensuite, je l'ai verrouillé dehors, j'ai changé les codes, désactivé son porte-clés, ajusté les caméras, réinitialisé les détecteurs de mouvement. Au lever du soleil, la maison était à nouveau à moi. Elle était dehors. Enfin, la partie amusante. Son stockage en nuage utilisait toujours notre date de mariage comme mot de passe. Vraiment futé. Je n'ai pas supprimé les photos. Non, je les ai sauvegardées, j'ai modifié les données, construit une chronologie de mensonges. Puis je me suis tourné vers nos vieilles photos, voyages, fêtes, trucs de famille. J'ai choisi celle où elle avait l'air ennuyée, distante, absente. J'ai retouché l'éclairage, assombri ses yeux, fait en sorte que son sourire paraisse faux, fabriqué une histoire de femme qui n'a jamais réellement été là. Le soleil s'est levé, j'ai fait du café, des œufs, regardé les nouvelles comme si de rien n'était. Mon téléphone a vibré. Isabella, je passe le meilleur moment de ma vie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai hâte d'être à ce soir. Mentir est devenu facile maintenant. À 10h47, elle s'est garée dans l'allée. 3 heures de retard. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'elle retouchait son rouge à lèvres dans le rétroviseur, confiante, comme si elle pensait encore mener la danse. Elle a essayé sa clé, ça n'a pas marché. Elle a essayé à nouveau, a frappé. J'ai attendu 2 minutes, puis j'ai ouvert la porte. Qu'est-ce qui se passe avec ma clé, a-t-elle demandé, souriant comme si tout allait bien. Je lui ai jeté une tasse d'eau glacée au visage. Elle a halté, a reculé, du mascara dégoulinant. Pour une fois, elle ressemblait exactement à ce qu'elle était prise en flagrant délit. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-elle crié, essuyant son visage. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je suis sorti et j'ai fermé la porte. Je ne me suis pas faufilé à Vegas pour épouser mon patron pendant que mon mari était assis à la maison, mort d'inquiétude. Elle est devenue pâle. Comment as-tu, la géolocalisation? Tu l'as laissé activer. Plus une douzaine d'autres miettes numériques qu'un stagiaire pourrait suivre. J'ai levé mon téléphone. Belle prise, au fait. Tu es rayonnante. Elle s'est jetée sur moi. J'ai retiré le téléphone. Ne fais pas ça, ai-je dit. Tu as déjà fait assez de dégâts. Ce n'est pas ce que ça semble, a-t-elle dit, la voix brisée. On était ivre. C'était une blague. Un dérapage.
Un mariage légal qui fait de toi un bigame. J'ai ri, froidement et sèchement. Non, Isabella, c'est exactement ce que ça semble. Elle s'est effondrée, pleurant, fort, laidement, désespérément, le genre qui frappe quand quelqu'un sait qu'il a perdu. Les voisins ont commencé à jeter un coup d'œil dehors. Madame Peterson se tenait là, arrosant faussement ses plantes, les yeux rivés sur la scène. « S'il te plaît, » a murmuré Isabella. « On peut entrer et en parler ?»« Non, ai-je dit. »« Tu ne vais. Is plus ici. » C'est laquelle a craqué, criant. Les flics sont arrivés 14 minutes plus tard. Un voisin les a appelés après avoir entendu ses coups et ses cris. L'officier Martinez est un type que je connaissais de la surveillance de quartier. Il est sorti en ayant l'air fatigué, comme s'il avait vu cette pièce se jouer une centaine de fois. « Bonsoir, monsieur Hamilton, » a-t-il dit. « On a reçu un appel. Il se passe quelque chose ici. »« Ma femme, » ai-je dit, calmement, mais avec un ton un peu blessé. « Elle fait une crise. Elle m'a trompé. Maintenant, elle pète les plombs. » Isabella s'est retournée d'un coup. « Il ment. Il m'a jeté de l'eau. Il a changé les serrures. Il vole la maison. » Martinez l'a regardé, mouillé, maquillage étalé, yeux sauvages, puis il m'a regardé, sec et froid dans l'embrasure de la porte. « Monsieur, avez-vous frappé votre femme ? » J'ai jeté un verre d'eau, ai-je dit. Elle a disparu pendant 3 jours. J'ai découvert qu'elle avait épousé un autre type à Vegas. J'ai craqué. Je lui ai montré la photo du mariage. Martinez a regardé un instant. Son regard a changé. « Madame, » a-t-il dit. « Vous avez un autre endroit où vous pouvez passer la nuit. »« C'est ma maison aussi, » a-t-elle crié. « J'ai des droits. »« En fait, » ai-je dit, en sortant un dossier. « Non. Les actes sont à mon nom. Ça a toujours été le cas. Elle est tout juste dépendante de mes impôts. » Martinez a examiné le dossier. Puis il lui a lancé ce regard de « j'en ai marre de ça. Madame, allez chercher vos affaires. Si vous continuez comme ça, je devrais vous inculper pour violation de domicile. »« Ce n'est pas fini, » a-t-elle grogné. « Je vais te combattre, Cooper. Je vais tout prendre. »« Avec quoi ?» ai-je dit. « Tes cartes sont mortes. Compte bloqué. Et ton nouveau mari te rend inéligible à une pension alimentaire. Mais bon, vas-y. Ça devrait être amusant. » La voiture de police est repartie avec elle à l'arrière. Martinez est resté un moment en arrière. « Monsieur Hamilton, » a-t-il dit. « Je suis dans ce métier depuis 15 ans. J'en ai vu des choses. Mais vous, vous êtes quelque chose d'autre. Est-ce un compliment ou un avertissement ? » Pas sûr encore, a-t-il dit, puis s'est éloigné. Je suis resté là un moment, à écouter le silence. La maison était à nouveau à moi. Première étape accomplie. Elle était dehors confuse, effrayée. Mais ce n'était que le début. J'en avais d'autres en réserve. Regardez, la règle numéro 1 de la guerre de l'information. Maîtrisez l'histoire avant même qu'il ne sache que vous jouez. Pendant qu'Isabella pleurait probablement sur le canapé de Charles, je remodelais déjà la vérité. Premier arrêt, Sarah Chen, sa meilleure amie de la fac. Reine du groupe de discussion. Véritable éponge à potins. J'ai appelé. Et, Sarah. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Oh non. Qu'est-ce qui se passe, Cooper ? Je ne devrais pas en dire trop, mais elle a trompé avec un type au travail, Charles. Ils se sont mariés à Vegas. Silence de mort. Mariée, a-t-elle chuchoté. Elle est mariée à toi. Ouais. 7 ans et maintenant ça. Juste comme ça. Je ne savais pas. Elle n'a jamais dit un mot à propos de Charles. Bien sûr que non. Elle a menti à nous tous. Les nuits tardives, les voyages, les nouveaux trucs qui apparaissaient. Je n'ai compris que maintenant. J'ai laissé ça s'installer, puis j'ai lâché la bombe. Et je pense qu'elle vous a utilisé, les filles, comme couverture. Elle disait qu'elle sortait avec les filles. J'ai vérifié, ce n'était pas le cas. Elle était à l'anniversaire de Monica le mois dernier. Vraiment ? Ou a-t-elle juste dit qu'elle y allait ? Silence. Je pouvais entendre les engrenages dans la tête de Sarah tourner. Il faut que je te rappelle, a-t-elle dit. Bien sûr.
Et Sarah, s'il te plaît, garde ça juste entre nous pour le moment. Certainement. Je suis tellement désolé, Cooper. Elle a raccroché. J'ai souri. Pour le dîner, toutes les filles de leur groupe d'amis connaîtraient la vérité, ou du moins ma version. Mensonges, tromperies, bigamie et utilisation de ses amis comme bouclier. Mais je n'en avais pas fini avec Sarah. 2 heures plus tard, j'ai utilisé le cloud d'Isabella pour lui envoyer un SMS depuis le compte de Bella. Isabella, je n'arrive pas à croire que Cooper t'a appelé. Je pensais que tu me soutenais. Sarah, Bella, quoi? Cooper m'a parlé de Charles. Pourquoi tu ne m'as rien dit? 10 minutes plus tard, Isabella, parce que tu me juges comme tu le fais toujours. Comme avec David à la fac, tu as couru vers sa petite amie à la seconde où je me suis ouverte. Sarah, ce n'est pas juste. Isabella, peu importe. J'en ai marre de faire semblant que tu es une vraie amie. Tu n'es qu'une autre femme au foyer ennuyée qui vit pour le drama. J'ai supprimé la conversation du téléphone d'Isabella, laissant Sarah avec l'impression que sa meilleure amie venait de l'attaquer sans provocation. Pour le soir, Sarah dirait à tous ceux qui voudraient l'écouter qu'Isabella avait perdu la tête et s'en prenait à tous ceux qui se souciaient d'elle. La beauté de la guerre numérique, c'est qu'il est presque impossible de s'en défendre. Isabella n'aurait aucune idée de la raison pour laquelle ses amies seraient soudainement froides avec elle, pourquoi elle chuchoterait quand elle entrera dans les pièces, pourquoi les invitations cesseraient d'arriver. Elle serait isolée avant même de réaliser qu'elle était attaquée. Mais l'isolement social n'était que l'apéritif. Le plat principal était la destruction professionnelle. J'avais fait mes recherches sur Charles Morion, 43 ans, marié depuis 16 ans, 3 enfants et une réputation irréprochable chez Morion Pharmaceutique. Il était également le superviseur direct d'Isabella, ce qui faisait de leur relation une violation flagrante de la politique de l'entreprise. Tout ce dont j'avais besoin, c'était que quelqu'un dépose une plainte. J'ai créé un compte de messagerie anonyme et j'ai envoyé un message soigneusement formulé au service des ressources humaines de Morion Pharmaceutique. Le message détaillait des préoccupations concernant une conduite inappropriée entre un superviseur et une subordonnée, notamment des réunions fréquentes après les heures de bureau, des dépenses de voyage inexpliquées et des conflits d'intérêts potentiels dans les affectations de projets. J'ai joint la photo du mariage de Vegas ainsi que des documents relatifs aux frais portés sur les cartes de crédit de l'entreprise pour les hôtels et les restaurants. L'email a été envoyé depuis l'ordinateur d'une bibliothèque publique en utilisant un VPN pour masquer l'adresse IP. Il n'y avait aucun moyen de remonter jusqu'à moi, mais les informations étaient suffisamment détaillées pour déclencher une enquête formelle. Dans les 48 heures, Isabella et Charles seraient convoqués au RH pour être interrogés. Leurs téléphones seraient confisqués, leurs emails examinés, leurs dossiers de voyage vérifiés. L'entreprise n'aurait d'autre choix que de les suspendre tous les deux en attendant les résultats de l'enquête. La carrière d'Isabella, comme son mariage, était sur le point de devenir une victime de ses propres choix. Chapitre 4. L'incident du UO. Isabella est revenue 3 jours plus tard avec des renforts. Sa sœur Camilla, sa mère Carole et, étonnamment, Charles Morion lui-même. Ils sont arrivés dans un camion UO, planifiant clairement de vider la maison de tout ce qu'ils pouvaient emporter. J'étais prêt pour eux. J'avais passé la matinée à réorganiser les affaires d'Isabella dans le garage, en les triant dans des boîtes soigneusement étiquetées. Chaque étiquette était un petit chef-d'œuvre de guerre psychologique. Mensonge contenant les bijoux qu'elle avait prétendu avoir hérités de sa grand-mère, mais qui avaient en fait été achetés avec notre carte de crédit commune pendant son aventure. Secret rempli de lingerie que je ne lui avais jamais vu porter, ainsi que des reçus d'hôtel et des lettres d'amour que j'avais imprimées depuis son email. Achats impulsifs, contenant les sacs à main et les chaussures de créateur qu'elle avait achetés durant ses prétendues séances de thérapie par le shopping, problème de papa contenant les livres de psychologie et les guides d'auto-assistance qu'elle lisait secrètement sur l'engagement et l'estime de soi. Reste de Charles, la plus petite boîte contenant une simple note, tout ce qu'il ne voulait pas emporter avec lui. La porte du garage était ouverte à leur arrivée, leur offrant une vue claire du tableau que j'avais créé. Isabella a vu les boîtes en premier, son visage passant par la confusion, la colère et finalement la reconnaissance de ce que signifiaient les étiquettes. « Espèce d'imbécile » a-t-elle murmuré. « Bonjour à vous aussi » ai-je dit, sortant de l'ombre. « Je vois que tu as amené des amis. » Camilla s'est avancée, la mâchoire serrée de détermination. « Nous sommes ici pour récupérer les affaires d'Isabella. Tu n'as pas le droit de les garder. »« Je ne garde rien » ai-je dit raisonnablement. « Tout est emballé et prêt à partir. »
J'ai même étiqueté pour votre commodité. Charles lisait les étiquettes des boîtes, son visage devenant rouge à chaque étiquette. C'est de la maltraitance, a-t-il dit. Je pourrais appeler la police. S'il vous plaît, faites-le, ai-je dit. J'adorerais leur expliquer pourquoi vous êtes ici pour aider à voler des biens dans une maison où vous avez commis une infidélité avec une femme mariée. Ce n'est pas du vol si ce sont mes affaires, a dit Isabella. Mais sa voix manquait de conviction. Le sont-elles, ai-je demandé. Parce que selon mes registres, tout ce qui se trouve dans ces boîtes a été acheté avec de l'argent provenant de notre compte commun. De l'argent que j'ai gagné, de l'argent que vous avez utilisé pour financer votre aventure. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré le tableur que j'avais créé. 23 000 $ d'achats suspects au cours des 6 derniers mois. La montre car. Premier dans la boîte des mensonges, 3 000 $ facturés à notre MX le jour après que vous m'avez dit que vous travailliez tard avec Charles. La lingerie et les secrets, tous achetés chez Victoria's Secret, dont je ne vous ai jamais vu porter à la maison. Carole, la mère d'Isabella, s'est avancée. Cooper, s'il te plaît. Elle est toujours ta femme. Mais enfin, vous pouvez régler ça comme des adultes. En fait, Carole, ce n'est plus ma femme, dis-je en sortant un document officiel. Ce sont des papiers d'annulation de mariage. Apparemment, la bigamie rend un mariage nul et non avenu. Qui l'eût cru? Le visage d'Isabella devint livide. Tu ne peux pas annuler notre mariage. C'est déjà fait. C'était étonnamment facile une fois que j'ai fourni la preuve de ton second mariage. Le juge a été très compréhensif. Charles saisit le bras d'Isabella. Tu as dit que tu étais en train de divorcer. Tu as dit que les papiers étaient déjà déposés. J'allais le faire, dit Isabella désespérément. J'avais juste besoin de temps. De temps pour faire quoi? Voler plus d'argent? Convaincre plus de gens de mentir pour toi? Je secouai la tête. La vérité, Isabella, c'est que tu voulais me garder comme plan de secours, un filet de sécurité au cas où ton aventure ne fonctionnerait pas. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu as continué à utiliser notre compte joint. Tu as continué à vivre dans notre maison. Tu as continué à porter ton alliance jusqu'au moment où tu as enfilé cette robe blanche à Vegas. Je regardais Charles. Savais-tu qu'elle dormait encore dans notre lit quand elle rentrait de tes rendez-vous? Charles lâcha le bras d'Isabella comme s'il était brûlant. Tu as dit que tu dormais dans la chambre d'amis. C'est ce que je fais. Je suis Cooper. Dis-lui notre lit, dis-je fermement. Chaque nuit. J'ai les images de surveillance si vous voulez les voir. La tension dans le garage était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau. Charles fixait Isabella avec un mélange de dégoût et de trahison. Camilla lisait les étiquettes des cartons avec une compréhension croissante. Carole essayait de comprendre que sa fille avait commis un acte de bigamie. Isabella, dit Charles lentement. Tu m'as dit que tu avais des économies. Tu as dit que tu pourrais subvenir à tes besoins si on emménageait ensemble. Où est l'argent? La bouche d'Isabella s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Les comptes sont temporairement bloqués. C'est juste un malentendu. Pas de malentendu, dis-je. L'argent était à moi. La maison est à moi. Les cartes de crédit étaient à moi. Isabella vivait de mes revenus pendant qu'elle préparait sa fuite. Le visage de Charles virait au violet. Tu m'as menti sur tout. Je n'ai pas menti. J'avais besoin de temps pour arranger les choses. Du temps pour arranger les choses? Charles explosa. Tu es marié à un autre homme. Tu as utilisé son argent pour m'acheter des cadeaux. Tu as fait de moi un complice de fraude. Ce n'est pas de la fraude si je suis sa femme. Tu n'es pas sa femme, cria Charles. Tu es ma femme. Où l'es-tu? Sommes-nous même légalement mariés? Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabella regarda autour d'elle dans le garage les visages qui la fixaient. Son mari, sa sœur, sa mère, son amant, et réalisa qu'elle n'avait aucune réponse qui puisse satisfaire qui que ce soit. J'ai besoin d'aller aux toilettes, dit-elle doucement. Station-service en bas de la rue, dis-je. Tu n'es pas la bienvenue dans ma maison. Camilla s'avança. Cooper, c'est cruel. C'est de la famille. Non, dis-je en regardant directement Isabella. C'est une étrangère qui a porté le visage de ta sœur pendant 7 ans. La famille ne fait pas ce qu'elle a fait. Isabella craqua, alors vraiment craqua.
Elle se mit à pleurer. Pas les jolies larmes d'une femme qui essaie de susciter la sympathie, mais les sanglots laids et désespérés de quelqu'un qui avait tout perdu et qui commençait à peine à comprendre pourquoi. « Je dois y aller, dit Charles en reculant vers le camion. Je ne peux pas faire partie de ça. Charles, attends, l'appela Isabella. Ne me laisse pas ici. Mais il était déjà en train de grimper sur le siège conducteur du haut. Le moteur démarra avec un rugissement et il s'éloigna sans se retourner, laissant Isabella debout dans le garage entourée de cartons qui racontaient l'histoire de sa trahison. Bon, dis-je dans le silence. Je crois que c'est tout. Camilla et Carole aidèrent Isabella à charger les cartons dans la voiture de Carole. Personne ne parla. Personne ne me regarda. Quand elles eurent fini, Isabella resta debout dans l'allée pendant un long moment, fixant la maison qu'elle avait appelée chez elle durant 7 ans. « Je te déteste, dit-elle finalement. »« Je sais, répondis-je. Mais la haine, c'est juste l'amour qui a tourné le dos. Tu t'en remettras. » Elle monta dans la voiture de sa mère et s'éloigna. Je regardai jusqu'à ce que elle disparaisse au coin de la rue, puis je rentrai pour me faire un sandwich. La maison semblait plus grande, plus propre, comme si la fièvre était enfin tombée. Mais je n'en avais pas encore fini avec Isabella. Loin de là. Camilla revint 2 jours plus tard, seule. J'ai vu sa voiture s'engager dans l'allée depuis la fenêtre de mon bureau et je n'ai pas été surpris. Elle avait toujours été la plus réfléchie, la sœur qui posait des questions et exigeait des réponses. J'attendais cette conversation. Elle frappa à la porte d'entrée au lieu d'entrer sans frapper, ce que j'appréciais. Quand j'ouvris, elle se tenait là, les mains jointes devant elle, paraissant plus jeune que ses 31 ans. « On peut parler ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. Tu veux un café ?» Elle acquiesça et je la conduisis à la cuisine. Nous nous sommes assis à la même table où Isabella et moi avions pris le petit déjeuner ensemble pendant 7 ans, mais c'était différent maintenant, plus propre, plus honnête. « Je dois comprendre, dit Camilla après que je lui ai servi son café. Ce qu'Isabella a fait était mal. Mais ce que tu as fait ? On dirait de l'acharnement. Vraiment, demandai-je. Quelle partie précisément ? Les cartons, les étiquettes, l'humiliation publique, le fait que Charles l'ait abandonné. Elle enserra la tasse de ses mains comme si elle cherchait de la chaleur. On dirait que tu as pris plaisir à la détruire. Je n'y ai pas pris plaisir, dis-je sincèrement. Mais je n'ai pas hésité non plus. Isabella a fait des choix, Camilla. Chaque choix a des conséquences. Mais tu es censé l'aimer. Je l'ai aimé pendant 7 ans. Je l'ai aimé complètement. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Mon cœur, ma maison, mon avenir. Et elle a tout jeté par la fenêtre pour un homme qu'elle connaissait depuis 6 mois. Camilla resta silencieuse durant un long moment. Elle a dit que tu étais distant, que tu travaillais trop, que tu ne faisais pas attention à elle. C'est ce qu'elle t'a dit ? Oui. Je me levai et me dirigeai vers mon ordinateur portable. Laisse-moi te montrer quelque chose. J'ouvris un dossier intitulé « Preuve Isabella » et sélectionnai un fichier audio. Ça date du mois dernier. Isabella était au téléphone avec Charles et elle ne s'est pas rendue compte que notre système de sécurité enregistrait. J'appuyai sur lecture. La voix d'Isabella remplit la cuisine, claire et nette. Il est tellement idiot, Charles. Il croit que je vais à ce dîner stupide avec ses collègues, mais je te rejoins à la place. Dieu, j'ai vraiment hâte d'en finir avec cette mascarade. Et sa belle-sœur, Camilla, elle est presque aussi pathétique que lui. Elle pose toujours des questions sur notre relation. Elle essaie toujours d'arranger les choses comme si elle savait ce qu'est le véritable amour. La couleur quitta le visage de Camilla. Ce n'est pas possible. Il y a plus, dis-je en sélectionnant un autre fichier. Ça date d'il y a 2 semaines. Encore la voix d'Isabella. Camilla a appelé aujourd'hui pour déjeuner. Je jure qu'elle pense qu'on est meilleurs amis ou un truc du genre. Elle n'a aucune idée à quel point je déteste ses petits conseils. Avez-vous essayé la thérapie de couple ? Peut-être devriez-vous planifier des vacances ensemble. Dieu, elle est tellement naïve. J'arrêtai l'enregistrement. Camilla fixait l'écran de l'ordinateur portable comme s'il l'avait personnellement trahi. Elle t'a utilisé, dis-je doucement. Elle a utilisé ton amour et ton inquiétude pour couvrir ses traces. Chaque fois que tu l'as encouragée à travailler sur notre mariage, chaque fois que tu l'as défendue auprès de ta mère, chaque fois que tu lui as dit qu'elle était trop dure envers elle-même,
elle se moquait de toi dans ton dos. La main de Camilla se porta à sa bouche. Je l'ai défendue auprès de toi quand tu m'as appelé le mois dernier, pour me demander si je trouvais qu'elle agissait bizarrement. Je t'ai dit que tu étais parano. Je sais. Je t'ai fait douter de toi-même. Oui. Elle resta silencieuse pendant un long moment, digérant la trahison. Quand elle finit par parler, sa voix n'était qu'un murmure. Elle m'a rendu complice. Oui. Elle a utilisé mon amour pour elle contre nous deux. Oui. Le visage de Camilla se durcit. Cette garce. La transformation fut immédiate et complète. La sœur inquiète qui était entrée dans ma cuisine avait disparu, remplacée par quelqu'un qui comprenait enfin la profondeur de la manipulation d'Isabella. Quoi d'autre, demanda-t-elle. Quoi d'autre a-t-elle fait? Je lui montrai les relevés de cartes de crédit, les reçus d'hôtel, les faux SMS qu'Isabella avait envoyés pour se créer des alibis. À chaque révélation, la colère de Camilla grandissait, se nourrissant d'elle-même jusqu'à devenir quelque chose de pur, de brillant et de dangereux. Elle a menti à tout le monde, dit Camilla finalement. Pas seulement à toi. À moi, à maman, à ses amis, à Charles. À tout le monde. Bienvenue au club, dis-je. Population, tous ceux qui n'ont jamais fait confiance à Isabella. Camilla se leva brusquement, faisant les 100 pas vers la fenêtre. Elle est chez maman en ce moment, en train de pleurer sur la façon dont tu as détruit sa vie. Maman lui fait de la soupe et lui dit que tout ira bien. Et qu'est-ce que tu vas faire? Elle se tourna vers moi, et je vis dans ses yeux quelque chose que je reconnaissais. C'était la même détermination froide qui m'avait soutenu pendant 3 jours de destruction méthodique. Je vais dire la vérité à maman, dit-elle. Toute la vérité. Tu es sûr? Une fois que tu auras appuyé sur la détente, il n'y aura pas de retour en arrière. Elle a appuyé sur la détente quand elle a décidé d'humilier tous ceux qui l'aimaient. La voix de Camilla était ferme maintenant, résolue. Je ne fais que riposter. Après son départ, je suis resté longtemps assis dans ma cuisine à repenser à la conversation. J'ai dit la vérité à Camilla. Je n'avais pas pris plaisir à détruire Isabella, mais je ne lui avais pas dit toute la vérité. Je n'y avais pas pris plaisir, mais j'étais très bon dans ce domaine. Arthur Brendan était le genre d'avocat qui rendait les autres avocats nerveux. Grand, mince et perpétuellement vêtu de costumes qui coûtaient plus cher que la voiture de la plupart des gens. Il avait la réputation d'être à la fois brillant et impitoyable. Il était également totalement sans pitié en matière d'affaires d'infidélité. C'est du beau travail, Cooper, dit-il en passant en revue les dossiers que j'avais préparés. Complet, documenté et absolument accablant. Elle n'a aucune chance. Quelles sont nos options? Eh bien, l'annulation du mariage est déjà traitée, donc nous n'avons pas à nous soucier des procédures de divorce, mais nous pouvons engager des poursuites civiles pour fraude, vol et détresse émotionnelle. La mauvaise utilisation de la carte de crédit à elle seule vaut 50 000 $ de dommages et intérêts, sans compter ses accusations contre moi. Arthur sourit et ce n'était pas une expression agréable. Quelles accusations? C'est elle qui a commis un acte de bigamie. C'est elle qui a volé de l'argent. C'est elle qui a menti à tout le monde, y compris au tribunal qui l'a mariée à Charles. N'importe quel avocat qui accepte son dossier est soit désespéré, soit incompétent. Elle en trouvera bien un. Oh, j'en suis sûr. Et quand elle le fera, je le détruirai aussi. Les documents juridiques ont été signifiés 3 jours plus tard. Isabella était chez sa mère lorsque l'huissier est arrivé. Et selon Carole, elle s'est effondrée quand elle les a lus. La liste des accusations était longue. Fraude, vol, rupture de contrat, usurpation d'identité et association de malfaiteurs. Nous réclamions des dommages et intérêts d'un montant de 120 000 $, plus les honoraires d'avocat et les frais de justice. La réponse d'Isabella est venue par l'intermédiaire de son nouvel avocat, une jeune diplômée en droit nommée Jessica Martinez, spécialisée en droit de la famille. La demande reconventionnelle était prévisible. Détresse émotionnelle, angoisse mentale et aliénation d'affection. Elle affirmait que j'avais systématiquement détruit sa réputation et ses relations par une campagne de mauvais traitement et d'intimidation. Arthur a ri en lisant ça. Aliénation d'affection. C'est elle qui s'est enfuie à Vegas avec son patron, et mauvais traitement? Tout ce que nous avons fait a été parfaitement légal. Et les enregistrements? État de consentement d'une seule partie. Vous avez parfaitement le droit d'enregistrer des conversations dans votre propre maison. L'annulation des cartes de crédit, vos comptes,
votre argent, votre décision, la manipulation des médias sociaux. Nous n'admettons aucune manipulation des médias sociaux. Pour le tribunal, les amis d'Isabella se sont distanciés d'elle parce qu'ils étaient dégoûtés par son comportement. L'audience préliminaire a été fixée 2 semaines plus tard. En attendant, Arthur a déposé une requête pour contraindre Isabella à produire tous ses relevés financiers, ses journaux d'appels téléphoniques et ses comptes de messagerie électronique. Nous avons également demandé une évaluation psychologique, affirmant que son comportement erratique indiquait une instabilité mentale. La réponse d'Isabella fut d'engager un détective privé. J'ai été au courant de l'embauche du détective quelques heures après. Tom Brady, pas le Cartera, a-t-il précisé avec soin, était un ancien détective de police spécialisé dans les affaires d'infidélité. Il était aussi bâclé, prévisible et subtil comme une brique à travers une fenêtre. Il a commencé par interroger nos voisins, posant des questions sur mon comportement et ma relation avec Isabella. Madame Peterson, que Dieu la bénisse, lui a dit que j'étais le jeune homme le plus poli, et qu'Isabella agissait étrangement depuis des mois. Les Johnson d'en face. Dans la rue, on disait avoir vu Isabella aller et venir à des heures indues. Souvent avec un homme qui n'était pas son mari. Brad a également tenté d'accéder à mon ordinateur professionnel, à mes relevés téléphoniques et à mes comptes bancaires, ce qui nécessitait des mandats qu'il n'avait pas et ne pouvait obtenir. Quand il a réalisé qu'il ne pouvait trouver aucune preuve de mes faits, il a commencé à me suivre, espérant me prendre dans une situation compromettante. C'était pathétique, vraiment. Un homme de 70 ans dans une Crown Victoria essayant de filer un analyste pharmaceutique qui en savait plus sur la surveillance que lui. Je l'ai emmené visiter les endroits les plus ennuyeux de la ville. La bibliothèque, l'épicerie, le pressing, le magasin de fournitures de bureau. Après une semaine à me regarder vivre la vie la plus banale possible, il a abandonné. Le rapport de Brad à l'avocat d'Isabella était bref. Sujet semble être un citoyen modèle. Aucune preuve d'activité illégale, de toxicomanie ou de relations extra-conjugales. Recommande à la cliente d'envisager un règlement. Jessica Martinez a transmis le rapport à Arthur avec une note. Peut-être pouvons-nous discuter des conditions. La réponse d'Arthur a été tout aussi brève. Non. L'industrie pharmaceutique est plus petite que la plupart des gens ne le pensent. Les nouvelles vont vite et les commérages encore plus vite. Au moment où la suspension d'Isabella de Morion Pharmaceutique est devenue officielle, tout le monde dans le domaine était au courant de sa liaison avec Charles et de sa bigamie subséquente. L'enquête des RH avait été approfondie et accablante. Isabella et Charles avaient violé la politique de l'entreprise d'au moins une douzaine de façons, du conflit d'intérêts évident à l'utilisation plus subtile des ressources de l'entreprise. Le mariage à Vegas avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Utiliser les cartes de crédit de l'entreprise pour financer leur lune de miel alors qu'Isabella était encore mariée à moi était considéré comme du vol. Charles a été licencié immédiatement. En tant que cadre supérieur, il risquait des accusations criminelles pour détournement de fonds et fraude. Sa femme a demandé le divorce quelques heures après son licenciement, emmenant les enfants et la moitié de leurs biens. Sa réputation professionnelle a été détruite et ses relations avec l'industrie ont été coupées. Isabella s'en est légèrement mieux tirée. Elle a été suspendue en attendant une enquête plutôt que licenciée purement et simplement. Mais dans le monde pharmaceutique, la suspension était souvent un prélude au licenciement. Ses collègues ont pris leur distance avec elle, ses projets ont été réaffectés et son habilitation de sécurité ont été révoquées. Elle a tenu 3 jours avant de craquer. La crise s'est produite au siège de Morion Pharmaceutique, au milieu du hall d'entrée, pendant l'heure du déjeuner. Selon des témoins, Isabella est arrivée en demandant à parler au PDG. Lorsque la sécurité a tenté de l'escorter, elle a commencé à crier à propos d'un traitement injuste et de persécution. La scène a été capturée par des caméras de sécurité et inévitablement par des vidéos de téléphone portable. Tout cela est à cause de mon mari, a-t-elle crié, sa voix résonnant dans le hall de marbre. Il me sabote. Il ment à tout le monde. C'est moi qui souffre ici. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Non pas parce qu'elle était particulièrement dramatique. Les effondrements sur le lieu de travail étaient malheureusement courants, mais parce que les affirmations d'Isabella étaient si facilement réfutables. Les preuves de sa liaison étaient publiques grâce à l'enquête des RH. Son mariage bigame était documenté dans des documents judiciaires. Son vol de ressources de l'entreprise a été confirmé par des documents financiers. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une femme prise dans une toile de mensonges et essayant de blâmer tout le monde sauf elle-même.
Charles, regardant depuis son propre exil professionnel, a finalement atteint son point de rupture. Il a publié une déclaration par l'intermédiaire de son avocat détaillant sa relation avec Isabella, y compris ses affirmations selon lesquelles elle était séparée de moi et ses promesses de divorcer avant leur mariage à Vegas. Il l'a décrite comme manipulatrice et malhonnête et a déclaré qu'il regrettait de s'être impliqué avec elle. On m'a fait croire que Madame Hamilton était en train de divorcer de son mari, disait la déclaration. Je ne savais pas qu'elle utilisait leur compte conjoint pour financer notre relation. Je ne savais pas qu'elle mentait à sa famille et à ses amis au sujet de nos activités. Je ne savais pas qu'elle était incapable de dire la vérité sur quoi que ce soit. La déclaration était un chef-d'œuvre de positionnement juridique. Charles se distançait d'Isabella tout en acceptant juste assez de responsabilité pour paraître crédible. C'était aussi le dernier clou dans le cercueil de la réputation d'Isabella. Dans les 24 heures suivant la déclaration de Charles, Isabella a été officiellement licenciée de Morion Pharmaceutique. Son indemnité de départ a été révoquée en raison des violations de l'éthique. Ses options d'achat d'actions ont été perdues et ses références ont été marquées comme non éligibles à la réembauche. Elle avait 34 ans, était au chômage, ne pouvait pas être employée dans son domaine et faisait face à des accusations civiles qui pourraient la ruiner à vie. C'est alors qu'elle a commencé à m'appeler. Le premier appel est arrivé à 2h17 du matin, 4 jours après son licenciement. J'ai laissé la messagerie vocale prendre l'appel. Le message contenait 8 minutes d'excuses décousues mêlées à des accusations, des menaces mêlées à des supplications. Elle était ivre ou droguée ou les deux. Cooper, s'il te plaît, tu dois arrêter ça. Je sais que je t'ai blessé, mais c'est trop. Tu détruis ma vie. S'il te plaît, rappelle-moi. On peut arranger ça. On peut réparer ça. Le deuxième appel est arrivé 3 heures plus tard. Cette fois, le message était de la pure rage. Espèce d'idiot. Tu te crois si intelligent, n'est-ce pas? Tu penses avoir gagné? Je vais dire à tout le monde ce que tu es vraiment. Je vais leur dire comment tu m'as manipulé, comment tu m'as contrôlé, comment tu m'as fait me sentir folle pendant 7 ans. Les appels ont continué durant 3 jours, certains apologétiques, certains menaçants, certains incohérents. Je les ai tous enregistrés, les ajoutant à ma collection croissante de preuves qu'Isabella devenait de plus en plus instable. La 4e nuit, elle n'a pas appelé. Elle est venue à la maison. J'étais dans mon bureau lorsque les détecteurs de mouvement se sont déclenchés. Les caméras de sécurité ont montré Isabella titubant dans le jardin en essayant de trouver un moyen d'entrer. Elle était échevelée, ses cheveux non lavés, ses vêtements froissés comme si elle avait dormi dedans. Elle ressemblait à ce qu'elle était, une femme qui avait tout perdu et qui se désagrégeait. Elle a d'abord essayé la porte arrière, puis les fenêtres, puis le garage. Quand rien n'a fonctionné, elle a commencé à frapper sur les murs et à crier mon nom. Le son résonnait dans toute la maison comme un fantôme faisant claquer des chaînes. J'ai appelé les urgences. 911, quelle est votre urgence? Ici Cooper Hamilton au 1247, rue Malle. Mon ex-femme essaie de pénétrer par effraction chez moi. Elle m'a proféré des menaces et je crains pour ma sécurité. Est-elle armée, monsieur? Je ne sais pas. Elle se comporte de façon erratique depuis plusieurs jours. J'ai des enregistrements de messages vocaux menaçants si vous en avez besoin. Des agents sont en route, monsieur. Restez à l'intérieur et à l'écart des fenêtres. La police est arrivée en 6 minutes. À ce moment-là, Isabella avait renoncé à entrer par effraction et était assise sur mon porche arrière, pleurant dans ses mains. Elle a levé les yeux lorsque les lampes de poche l'ont éclairée, et pendant un instant, elle ressemblait exactement à la femme que j'avais épousée il y a 7 ans, jeune, vulnérable, perdue. Puis, elle m'a vu regarder par la fenêtre, et son visage s'est tordu de rage. Le voilà, a-t-elle crié en me pointant du doigt. L'homme qui a détruit ma vie. L'homme qui m'a traqué et maltraité et qui a retourné tout le monde contre moi. L'agente Martinez, la même policière qui avait répondu à notre première confrontation, s'est approchée prudemment. Madame, je vous prie de vous calmer. Pouvez-vous me dire ce que vous faites ici? C'est ma maison. J'ai vécu ici pendant 7 ans. Il a changé les serrures illégalement. Il a volé mes affaires. Il a saboté mon travail et mes relations. Madame, nous avons déjà vécu ça. Cette propriété appartient à monsieur Hamilton. Vous n'avez aucun droit légal d'être ici. C'est parce qu'il ment à tout le monde. Il manipule le système.
Vérifier ses ordinateurs. Vérifier son téléphone. Il me traque. L'agente Martinez m'a regardé par la fenêtre et j'ai écarté les mains en signe d'impuissance. Que pouvais-je dire? Elle avait raison. J'avais manipulé le système. J'avais retourné les gens contre elle. J'avais détruit sa vie pièce par pièce, mais je l'avais fait légalement. Monsieur, m'a appelé l'agente Martinez. Pouvez-vous sortir un instant? J'ai ouvert la porte et suis sorti sur le porche. Isabella s'est immédiatement jetée sur moi, mais l'autre agent lui a attrapé le bras. Ne me touchez pas, a-t-elle crié. C'est lui le criminel. C'est lui qui devrait être arrêté. Monsieur Hamilton, a dit l'agente Martinez, voulez-vous porter plainte pour intrusion? J'ai regardé Isabella. Vraiment regardé. Il y a 3 semaines, elle était une analyste pharmaceutique prospère avec un avenir brillant et un mari dévoué. Maintenant, elle était au chômage, sans abri, et faisait une scène devant la police. La transformation était complète. Non, dis-je doucement. Je pense qu'elle a assez souffert. Espèce d'idiot, a chuchoté Isabella. Espèce d'idioco. Descendant. Même présentement, tu agis comme si tu étais meilleur que moi. Je ne suis pas meilleur que toi, Isabella. Je suis juste plus prudent. Ils l'ont emmené me noter, non pas parce que j'avais porté plainte, mais parce qu'elle avait essayé de me donner un coup de pied quand l'agente Martinez ne regardait pas. Alors que la voiture de patrouille disparaissait au coin de la rue, je suis resté longtemps sur mon porche, à écouter le silence de la nuit de banlieue. La phase 2 était terminée. Isabella était isolée, au chômage et risquait une peine de prison pour maltraitance et tentative d'agression. Mais je n'avais pas encore fini. Le meilleur restait à venir. Camilla m'a appelé une semaine plus tard, sa voix serrée de fureur contenue. « Oh, il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « Pas chez toi. Rejoins-moi au Starbucks sur la 5e rue dans 1 heure. » Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise dans un coin avec ses mains enroulées autour d'une tasse de café comme si elle essayait d'en absorber la chaleur. Elle avait l'air plus âgée qu'il y a 1 mois, usée par le poids de la trahison de sa sœur. Elle a menti à maman, a dit Camilla sans préambule, surtout, l'arrestation, le travail, Charles, toi. Maman pense que tu es une sorte de monstre qui persécute une femme innocente. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense qu'Isabella est une sociopathe qui manipule tout le monde autour d'elle depuis des années. La voix de Camilla était plate, sans émotion. Je pense qu'elle est malade et je pense qu'elle est dangereuse. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai trouvé quelque chose. Elle a fouillé dans son sac à main et a sorti une pile de papiers, des relevés de cartes de crédit d'un compte qu'Isabella avait ouvert à mon nom il y a 6 mois. J'ai senti mes sourcils se lever. Vol d'identité. 7300 $ de dépenses. Hôtel, restaurant, bijoux, lingerie, le tout acheté pendant sa liaison avec Charles. Les mains de Camilla tremblaient légèrement. Elle a utilisé mon numéro de sécurité sociale, mon adresse, mes antécédents de crédit. Elle détruit ma situation financière pour financer ses mensonges. As-tu appelé la police? Pas encore. Je voulais te parler d'abord. Elle leva les yeux vers moi et je vis quelque chose dans ses yeux que je reconnus. C'était la même froide détermination qui m'avait porté à travers la destruction d'Isabella. Je veux qu'elle paie pour ça, Cooper. Pour tout. Que as-tu besoin de moi? J'ai besoin de preuves. Des documents financiers, des preuves de sa liaison, la preuve qu'elle ment à tout le monde. J'ai besoin d'assez de munitions pour m'assurer qu'elle aille en prison. J'ai souri et c'était bon. Je pense que je peux t'aider avec ça. Nous avons passé 2 heures dans ce Starbucks à planifier la chute finale d'Isabella. Camilla avait accès à des choses que je n'avais pas. Des documents familiaux, des informations sur son enfance, des détails sur le passé d'Isabella qui pourraient établir un modèle de manipulation et de tromperie. J'avais les preuves financières, les enregistrements, la documentation de sa faute professionnelle. Ensemble, nous avons monté un dossier qui détruirait ce qui restait de la vie d'Isabella. Il y a autre chose, a dit Camilla alors que nous nous préparions à partir. Elle dit aux gens que tu l'as maltraitée physiquement et émotionnellement. Maman a appelé des membres de la famille pour essayer d'obtenir leur soutien à Isabella dans cette période difficile. La crois-tu? Au début, oui. Elle est très convaincante quand elle le veut. L'expression de Camilla s'est durcie, mais je me suis souvenu de quelque chose de Noël dernier.
Isabella avait une ecchymose au poignet, et quand maman a posé des questions à ce sujet, elle a dit qu'elle était tombée dans les escaliers. Mais plus tard, quand tu étais dans la cuisine, elle m'a dit que tu l'avais attrapée pendant une dispute. Et j'ai tout vu. Tu n'étais même pas dans la pièce quand elle est tombée. Elle a trébuché sur la table basse en portant des cadeaux. Mais elle prévoyait déjà de l'utiliser contre toi, même à ce moment-là. Les implications de cela étaient stupéfiantes. Isabella n'avait pas seulement prévu de me quitter. Elle avait prévu de me détruire dans la foulée, créant un récit de maltraitance qui justifierait sa trahison et lui attirerait de la sympathie. Elle vous monte contre vous depuis des mois, continua Camilla. Peut-être des années. Chaque bleu, chaque dispute, chaque moment de frustration, elle les a collectionnés comme des preuves pour une affaire qu'elle n'avait pas encore classée. Pourquoi me dites-vous ça? Parce qu'elle s'est servie de moi pour corroborer ses mensonges. Elle m'a rendu complice de son plan pour vous détruire. La voix de Camilla était rauque de douleur. Je l'ai défendue auprès de ceux qui posaient des questions. Je me suis porté garante de son caractère. Je l'ai aidé à vous isoler de vos propres amis et de votre famille. Vous ne saviez pas. J'aurais dû avoir. J'aurais dû voir clair dans son jeu. Elle se leva, rassemblant ses papiers. Mais je peux réparer ça. Je peux témoigner du vol d'identité, de ses mensonges, de sa façon de manipuler. Je peux vous aider à terminer ce que vous avez commencé. Après son départ, je suis resté assis longtemps au Starbucks, pensant à la loyauté familiale et au moment où elle se transforme en justice. Camilla avait aimé sa sœur inconditionnellement pendant 31 ans. Cet amour avait été tordu en une arme utilisée contre nous deux d'une manière que nous commencions à peine à comprendre. Mais l'amour, une fois trahi, a une manière de se transformer en autre chose, quelque chose de plus tranchant, quelque chose qui coupe dans les deux sens. Isabella était sur le point d'en faire l'amère expérience. Chapitre 9. Le point de rupture d'Isabella. Les accusations de vol d'identité ont été déposées un mardi matin. Camilla avait fourni les relevés de carte de crédit, les formulaires de demande avec l'écriture d'Isabella, et la documentation montrant que les dépenses correspondaient exactement à la chronologie de la liaison d'Isabella. Les preuves étaient accablantes. Isabella a été arrêtée chez sa mère à 6h47 du matin, encore en pyjama, probablement encore ivre de la veille. La comparution a été fixée à cet après-midi, et la caution a été fixée à $50 000. Une somme qu'elle n'avait pas garantie par des biens qu'elle ne possédait pas. Elle m'a appelé de prison. Cooper, s'il te plaît, dit-elle, la voix brisée par les pleurs. Tu dois m'aider. C'est un malentendu. Camilla est confuse. Elle m'a donné la permission d'utiliser sa carte. Non, elle ne l'a pas fait. Si, elle l'a fait. Noël dernier, quand j'avais des problèmes avec mes cartes, elle a dit que je pouvais utiliser la sienne pour les urgences. $7 300 en hôtel et bijoux, ça constitue une urgence? Je traversais une période difficile. J'étais confuse. Vous étiez confuse. Vous aviez besoin de financer votre liaison et vous avez décidé de voler votre sœur pour le faire. Le silence à l'autre bout du fil était profond. Quand Isabella a finalement parlé, sa voix était différente, plus froide, plus calculatrice. Tu as fait ça. Tu l'as retourné contre moi. Tu as empoisonné tout ce que j'aime. Je n'ai eu à empoisonner personne, Isabella. Je leur ai juste montré qui tu étais vraiment. Espèce d'imbécile. Espèce de manipulatrice, de contrôleuse. J'aurais dû te quitter il y a des années. Vous auriez dû hacker ces jeux. Mais vous ne l'avez pas fait parce que vous aviez besoin de quelqu'un pour payer vos factures pendant que vous réfléchissiez à votre prochaine étape. Je t'aimais. Non, vous ne m'aimiez pas. Vous aimiez ce que je pouvais vous offrir. Vous aimiez la stabilité, les revenus, le statut social, mais vous ne m'avez jamais aimé. Ce n'est pas vrai. Prouvez-le, dis-je, et je raccrochai. Elle a rappelé immédiatement. J'ai laissé le répondeur se déclencher. Elle a rappelé 17 fois de plus au cours des 2 heures suivantes, chaque message plus désespéré et incohérent que le précédent. Au moment où sa mère a payé sa caution, Isabella était en pleine dépression psychologique. La phase suivante a commencé ce soir-là. Je travaillais dans mon bureau lorsque le système de sécurité m'a alerté d'un mouvement dans le jardin. Cette fois, Isabella n'était pas venue seule. Camilla était avec elle, et elle se criait dessus au milieu de ma pelouse. Tu détruis notre famille, hurlait Isabella.
Comment peux-tu le choisir lui plutôt que ta propre sœur? Tu as choisi Charles plutôt que ton propre mari, rétorqua Camilla. Tu as choisi le vol plutôt que l'honnêteté. Tu as choisi les mensonges plutôt que tout le reste. J'ai fait des erreurs. J'étais confuse. J'étais malheureuse. Tu étais égoïste. Tu as toujours été égoïste. Même quand nous étions enfants, tout devait tourner autour de toi. J'ai ouvert la fenêtre pour mieux entendre. C'était la confrontation que j'attendais. Le moment où des années de ressentiment enfoui allaient enfin remonter à la surface. Ce n'est pas juste, dit Isabella, mais sa voix manquait de conviction. N'est-ce pas? Tu te souviens quand j'ai été admise à Stanford et que tu as dit à tout le monde que papa avait dû soudoyer le bureau des admissions? Tu te souviens quand je me suis fiancée et que tu as séduit mon fiancé à l'enterrement de vie de garçon? Tu te souviens quand j'ai eu ma fausse couche et que tu as dit que c'était peut-être mieux ainsi parce que je n'étais pas prête à être mère? Je n'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit au dîner d'anniversaire de maman devant tout le monde. Et quand j'ai commencé à pleurer, tu as dit que j'étais trop sensible. La douleur dans la voix de Camilla était vive et réelle. J'assistais au dénouement d'une relation qui était toxique depuis des années, maintenue ensemble uniquement par le sang et l'habitude. J'essayais d'aider, protesta Isabella. J'essayais de te rendre plus forte. Tu essayais de te sentir mieux en me faisant me sentir plus mal, comme tu l'as toujours fait. C'est alors qu'Isabella a complètement craqué. Elle s'est jetée sur Camilla, les mains tendues comme des griffes, hurlant de façon incohérente. Elles sont tombées ensemble, roulant sur ma pelouse parfaitement entretenue, tirant les cheveux et donnant des coups de poing sauvages. J'ai rappelé les urgences. Au moment où la police est arrivée, les deux femmes étaient ensanglantées et épuisées. Isabella avait des égratignures sur le visage dues aux ongles de Camilla. Camilla avait une lèvre fendue et ce qui allait devenir un œil au beurre noir spectaculaire. Elles ont été séparées par mon système d'arrosage, qui s'était activé automatiquement et les trempait toutes les deux avec de l'eau froide. L'officier Martinez, qui commençait à connaître mon adresse mieux que la sienne, s'approcha avec la résignation lasse d'un homme qui avait vu ce genre de scène trop souvent. « Laissez-moi deviner, dit-il. Querelle familiale. Ce sont des sœurs, expliquai-je. Isabella est celle qui a été arrêtée ce matin pour vol d'identité. Camilla est la victime. Je pense qu'elles ont un désaccord sur la situation. Je n'ai rien volé, hurla Isabella de l'endroit où elle était assise sur l'herbe mouillée. Elle ment. Cooper l'a fait mentir. Madame, dit patiemment l'officier Martinez, vous êtes sur une propriété privée. Vous violez les conditions de votre caution, et vous venez d'agresser la femme qui porte plainte contre vous. Je vous suggère fortement de vous calmer. Elle m'a agressé. Je me défendais. Camilla rit, et le son était amer. Tu m'as agressé, Isabella, comme tu as agressé tous ceux qui ne cautionnent pas tes mensonges. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Camilla se leva, l'eau dégoulinant de ses cheveux, son visage empreint d'années de colère refoulée. J'en ai assez de te protéger. J'en ai assez de trouver des excuses pour toi. J'en ai assez de faire semblant que tu es une victime au lieu d'une prédatrice. Je suis ta sœur. Non, dit doucement Camilla. Une sœur ne volerait pas mon identité. Une sœur ne me mentirait pas au visage pendant des mois. Une sœur n'essaierait pas de détruire ma relation avec ma famille parce qu'elle s'est fait prendre dans sa propre toile de mensonges. Le visage d'Isabella s'affaissa. Durant un instant, elle ressembla à une enfant prise en flagrant délit d'un acte impardonnable et qui commençait tout juste à en comprendre les conséquences. « S'il te plaît, murmura-t-elle. Ne me fais pas ça. » Je ne te fais rien, répondit Camilla. Tu t'es fait ça à toi-même. Ils ont arrêté Isabella pour violation des conditions de sa caution, agression et violation de propriété privée. Alors qu'il la conduisait à la voiture de patrouille, elle se retourna pour me regarder debout dans l'encadrement de ma porte. Ce n'est pas fini, dit-elle. Si, c'est fini, répondis-je. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, je le croyais vraiment. Chapitre 10. Le piège du tribunal. Le procès a commencé 3 semaines plus tard devant la Cour supérieure du comté de Cook. Arthur avait réussi à regrouper toutes les accusations, vol d'identité, fraude, vol, maltraitance et agression en une seule procédure qui déterminerait le sort d'Isabella une fois pour toutes. La juge Patricia ALSH était une femme pragmatique dans la soixantaine qui s'était forgé une réputation sur les crimes financiers complexes.
Elle avait peu de patience pour les histoires à dormir debout et encore moins pour les accusés qui tentaient de manipuler le système. L'avocate d'Isabella, Jessica Martinez, avait clairement pris plus qu'elle ne pouvait mâcher. Fraîchement diplômée de la faculté de droit sans expérience en défense pénale, elle était confrontée à Arthur Brendan, un homme qui détruisait des gens dans les salles d'audience depuis 25 ans. L'argumentation de l'accusation était méthodique et dévastatrice. Arthur a présenté les preuves par ordre chronologique, construisant un récit de tromperie et de trahison systématique qui dépeignait Isabella comme une prédatrice calculatrice plutôt qu'une épouse confuse. Pièce à conviction A, la chronologie de la liaison documentée par les reçus d'hôtel, les notes de restaurant et les relevés téléphoniques. Pièce à conviction B, l'acte de mariage bigame de Las Vegas signé alors qu'Isabella était encore légalement mariée à moi. Pièce à conviction C, la documentation sur le vol d'identité montrant l'utilisation par Isabella du numéro de sécurité sociale et des antécédents de crédit de Camilla. Pièce à conviction D, les messages vocaux menaçants et les enregistrements de la dépression nerveuse d'Isabella. Pièce à conviction E, la fraude à l'emploi chez Morion Pharmaceutique, y compris l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise et la violation des politiques d'éthique. Chaque élément de preuve a été introduit avec une précision chirurgicale, corroboré par de multiples sources. Présenté dans un langage que même le juré le plus compatissant pouvait comprendre. Isabella était assise à la table des accusés pendant toute la présentation, devenant de plus en plus petite et vaincue à chaque révélation. Elle avait perdu du poids durant son incarcération, et son apparence autrefois parfaite s'était détériorée en quelque chose de creux et de hanté. Au moment de sa défense, Jessica Martinez a tenté de brosser le portrait d'une femme piégée dans un mariage abusif qui avait fait de mauvais choix en essayant de s'échapper. Cela aurait pu fonctionner avec un autre accusé, mais Isabella avait laissé trop de preuves de sa nature calculatrice. Le contre-interrogatoire d'Arthur a été brutal. « Madame Hamilton, commença-t-il, vous avez témoigné que vous vous sentiez piégée dans votre mariage avec mon client. Est-ce exact? Oui. Pourtant, vous avez continué à utiliser ces cartes de crédit pour financer votre liaison avec Monsieur Morion. Comment cela démontre-t-il que vous vous sentiez piégée? J'étais confuse. Je ne pensais pas clairement. Vous ne pensiez pas clairement non plus lorsque vous avez débité 7 300 $ sur la carte de crédit de votre sœur. C'était une erreur. Je pensais qu'elle m'avait donné la permission. Vous pensiez qu'elle vous avait donné la permission de commettre un vol d'identité? Je vous rappelle, Madame Hamilton, que vous avez utilisé le numéro de sécurité sociale de votre sœur pour ouvrir un compte de crédit à son insu. Dans quel univers cela pourrait-il être considéré comme une permission? L'avocate d'Isabella a protesté, mais le mal était fait. Arthur avait établi que les allégations de confusion et de détresse émotionnelle d'Isabella étaient contredites par son approche méthodique du financement de sa liaison. Le témoignage le plus accablant est venu de Camilla elle-même. Vêtue sobrement d'un tailleur bleu marine, elle a parlé avec une autorité calme de la façon dont sa sœur manipulait et trompait. Isabella a toujours été capable de faire croire aux gens ce qu'elle veut qu'ils croient, témoigna Camilla. Elle est charmante, elle est persuasive, et elle est très douée pour jouer la victime quand elle se fait prendre. Pouvez-vous donner à la cour un exemple? Quand nous étions adolescentes, Isabella a volé de l'argent dans le sac à main de notre mère pour acheter des pilules. Quand maman l'a confrontée, Isabella l'a convaincue que c'était moi qui avais pris l'argent et que j'essayais de la piéger. Maman m'a privé de sortie pendant 2 semaines avant de trouver la cache d'Isabella dans sa chambre. Et plus récemment, il y a 6 mois, Isabella m'a dit que Cooper était contrôlant et possiblement violent. Elle m'a montré des bleus, m'a raconté des histoires de disputes. Je l'ai cru complètement. J'ai même confronté Cooper à la façon dont il traitait ma sœur. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? J'ai réalisé que chaque histoire qu'elle m'avait racontée était soit exagérée, soit entièrement inventée. Les bleus provenaient d'accidents qu'elle avait transformés en preuves de maltraitance. Les disputes étaient des disputes conjugales normales qu'elle avait présentées comme des tortures émotionnelles. Croyez-vous que votre sœur est capable de se réhabiliter? Camilla resta silencieuse pendant un long moment, et quand elle parla, sa voix était remplie de tristesse plutôt que de colère. Je crois qu'Isabella est incapable d'assumer la responsabilité de ses actes. Elle trouvera toujours quelqu'un d'autre à blâmer, quelqu'un d'autre à manipuler, quelqu'un d'autre à victimiser. Tant qu'elle ne subira pas les conséquences réelles de son comportement, elle ne changera jamais. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Il a jugé Isabella coupable sur tous les chefs d'accusation. Usurpation d'identité, fraude, vol par tromperie, maltraitance et agression.
le juge l'a condamnée à 18 mois de prison d'État avec possibilité de libération conditionnelle après 12 mois, sous réserve de la réalisation d'une évaluation psychologique et d'un programme de gestion de la colère. Alors que l'huissier emmenait Isabella menottée, elle s'est tournée pour me regarder une dernière fois. Son visage était un masque de rage et de désespoir. Mais en dessous, j'ai vu autre chose. Une reconnaissance. Elle avait enfin compris ce que j'essayais de lui enseigner depuis le début. Les actes ont des conséquences, et certaines conséquences durent éternellement. L'histoire a éclaté 3 jours après la condamnation d'Isabella, grâce à un journaliste indépendant nommé David Park, spécialisé dans les affaires de fraude d'entreprise. Quelqu'un lui avait divulgué les détails du procès d'Isabella. L'adultère, la bigamie, l'usurpation d'identité, la faute professionnelle. L'article a paru dans le Chicago Tribune sous le titre « Les chevaux de mensonge d'une analyste pharmaceutique se démêlent dans une salle d'audience du comté de Cook ». L'article était d'une précision clinique dévastatrice. Park avait fait ses recherches, interrogeant d'anciens collègues, des voisins et des fonctionnaires du tribunal pour créer un portrait complet de la tromperie d'Isabella. Il avait également réussi à obtenir les images de vidéosurveillance de sa crise à Morion Pharmaceutique, que la Tribune a publié en ligne avec l'article. L'histoire est devenue virale en quelques heures. Les réseaux sociaux l'ont relayée en premier. Les utilisateurs de Reddit disséquant chaque détail de l'affaire. Les utilisateurs de Twitter partageant les citations les plus accablantes. Les groupes Facebook utilisant Isabella comme une mise en garde contre l'infidélité et la fraude financière. Les images de vidéosurveillance sont devenues un mème, le visage hurlant d'Isabella devenant une image pour désigner un comportement de privilégié et une fausse victimisation. Mais le véritable dommage est venu de la communauté professionnelle. L'industrie pharmaceutique, déjà ébranlée par divers scandales, a saisi l'affaire d'Isabella comme un exemple du type de personne qu'elle ne voulait pas voir représenter son domaine. Son profil LinkedIn a été inondé de commentaires négatifs. Ses anciens collègues se sont publiquement distanciés de ses actes. Sa réputation professionnelle, déjà endommagée par l'enquête sur Morion Pharmaceutique, a été complètement détruite. Charles Morion, quant à lui, avait entièrement disparu. Son avocat a publié une brève déclaration confirmant que son client suivait un traitement pour des problèmes personnels et qu'il ne ferait aucun autre commentaire sur l'affaire Isabella Hamilton. Des rumeurs suggéraient qu'il avait accepté un emploi dans une petite entreprise de biotechnologie en Oregon, loin de la scène pharmaceutique de Chicago qui avait autrefois été son royaume. L'attention médiatique a atteint son apogée lorsqu'une chaîne de télévision locale a décidé de faire un reportage de suivi sur la fraude d'entreprise dans l'industrie pharmaceutique. Ils m'ont interviewé en tant que victime d'un montage complexe de fraude financière et émotionnelle. J'ai porté mon plus beau costume et j'ai travaillé mon expression la plus blessée. L'interview a eu lieu dans mon salon, avec des éléments d'arrière-plan soigneusement choisis, des photos de famille avec le visage d'Isabella détourné, des ouvrages juridiques, un jeu d'échecs qui suggérait une pensée stratégique. Monsieur Hamilton, a demandé le journaliste, comment vous sentez-vous par rapport à la condamnation de votre ex-femme? Je suis triste, ai-je dit, réussissant à le faire sonner sincère. Isabella était clairement aux prises avec de profonds problèmes psychologiques. J'aurais juste aimé qu'elle ait cherché de l'aide au lieu de choisir de blesser autant de gens. Vous sentez-vous vengé par la décision du tribunal? Indication n'est pas le bon mot. Je me sens soulagé que la vérité ait enfin éclaté, et j'espère qu'Isabella pourra obtenir l'aide dont elle a besoin pendant qu'elle purge sa peine. Que diriez-vous aux autres victimes de montages de fraude similaires? J'ai regardé directement la caméra. Documentez tout. Faites confiance à votre instinct et rappelez-vous que les personnes qui vous aiment vraiment ne vous volent pas, ne vous mentent pas et n'essaient pas de détruire votre vie lorsqu'elles sont prises. L'interview a été diffusée pendant le journal du soir et mise en ligne la même nuit. La section des commentaires était massivement favorable, les téléspectateurs louant ma dignité et ma grâce sous la pression et qualifiant Isabella de sociopathe qui avait eu ce qu'elle méritait. Mais la meilleure réponse est venue d'une source inattendue. 3 jours après la diffusion de l'interview, j'ai reçu une lettre manuscrite du docteur Margaret Chen, la psychologue de la prison, qui évaluait Isabella dans le cadre de sa peine. La lettre était brève, mais éclairante. Monsieur Hamilton, j'ai regardé votre interview avec grand intérêt, car je travaille avec votre ex-femme depuis son incarcération. Votre description de ces schémas de comportement correspond parfaitement à ce que j'ai observé lors de nos séances. Madame Hamilton présente des symptômes classiques de troubles de la personnalité narcissique avec des traits antisociaux. Elle reste convaincue qu'elle est la victime dans cette situation et ne montre aucun remords sincère pour ses actes.
Elle passe la plupart de nos séances à essayer de me manipuler pour me faire croire que vous avez orchestré sa chute grâce à une sorte de conspiration élaborée. Ce qui est le plus préoccupant, c'est son incapacité totale à accepter la responsabilité de ses choix. Elle s'est convaincue que chaque mensonge qu'elle a dit était justifié. Chaque vol était nécessaire. Chaque trahison était la faute de quelqu'un d'autre. J'ai pensé que vous deviez savoir qu'elle parle constamment de vous, non pas avec amour ou regret, mais avec une sorte de haine obsessionnelle qui frise le pathologique. Elle a des fantasmes, elle. Abhorrée de se venger lorsqu'elle sera libérée de prison. Je ne peux évidemment pas partager les détails de nos séances en raison des exigences de confidentialité, mais je me suis senti obligé de vous avertir que les problèmes psychologiques de Madame Hamilton sont bien plus profonds qu'un simple manque de jugement ou une instabilité émotionnelle. Soyez prudent, Dr Margaret Chen. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai classée avec le reste de ma documentation sur Isabella. L'évaluation du psychiatre a confirmé ce que je soupçonnais depuis des mois. Isabella n'était pas seulement une femme infidèle qui avait fait de mauvais choix. Elle était fondamentalement brisée, incapable de véritables liens humains, et potentiellement dangereuse. Mais elle était aussi en prison, isolée de la société et sous surveillance constante. Quels que soient les fantasmes de vengeance qu'elle pouvait nourrir, il devrait attendre au moins 12 mois pour être confronté à la réalité. D'ici là, j'avais prévu d'être parti depuis longtemps. Isabella a obtenu une seule visite supervisée avec moi 3 semaines avant sa libération. Elle avait purgé 11 mois de sa peine et avait été approuvée pour une libération conditionnelle anticipée, sous réserve d'un suivi psychologique continu et de travaux d'intérêt général. Selon les responsables de la prison, elle avait été une détenue modèle, calme, docile et apparemment concentrée sur sa croissance personnelle et sa réadaptation. J'ai accepté la rencontre en partie par curiosité et en partie par prudence. Je voulais voir ce que 11 mois d'incarcération lui avaient fait, et je voulais évaluer si elle représentait toujours une menace. La salle de visite était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'une prison à sécurité minimale. Un éclairage fluorescent, des meubles en plastique, l'odeur du désinfectant industriel mélangée au désespoir. Isabella était déjà assise quand je suis arrivé, portant une combinaison orange qui la faisait paraître plus petite et plus fragile que je ne me souvenais. Mais ses yeux étaient les mêmes froids, calculateurs et remplis d'une rage qui avait été affinée plutôt que diminuée par son temps en captivité. « Bonjour, Cooper, dit-elle quand je me suis assis en face d'elle. Isabella, tu as l'air bien, détendu, comme un homme qui dort bien. C'est le cas. Je suis contente qu'au moins l'un de nous soit heureux. Nous sommes restés silencieux un instant, nous étudiant mutuellement à travers la table en plastique scarifié. Elle paraissait plus âgée, usée par la vie en prison et le stress constant de maintenir ses façades. Mais il y avait autre chose aussi. Une sorte d'intensité concentrée qui était nouvelle. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, dit-elle enfin. J'en suis sûr. À nous, à ce qui s'est passé, à ce que tu m'as fait, à ce que je t'ai fait. Ne fais pas l'innocent, Cooper. Nous savons tous les deux que tu as orchestré tout ça. L'annulation des cartes de crédit, la manipulation des réseaux sociaux, retourner Camilla contre moi, les fuites aux médias. Tu as tout planifié depuis le début. Je n'ai pas pris la peine de nier. Tu penses que c'est moi qui t'ai fait avoir une aventure? Je pense que tu m'as fait me sentir piégé et sans valeur et assez désespéré pour chercher du réconfort ailleurs. Et ensuite, quand j'ai fait une erreur, une seule erreur. Elle rit et le son résonna contre les murs en béton. Isabella, tu as commis une bigamie. Tu as volé ta sœur. Tu as fraudé ton employeur. Tu as menti à tous ceux qui se souciaient de toi. Ce n'est pas une seule erreur. C'est un schéma de comportement sociopathique. J'étais confuse. J'étais malheureuse. J'essayais de trouver un moyen de sortir d'un mariage qui m'étouffait. Tu essayais d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu voulais garder mon argent, ma maison et ma stabilité pendant que tu explorais tes options avec Charles. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Tu n'as jamais demandé le divorce. Tu n'as jamais séparé nos finances. Tu n'as même jamais déménagé. Tu prévoyais de nous promener tous les deux jusqu'à ce que tu décides quelle option était la plus rentable. Son masque glissa un instant, et je vis la fureur en dessous. Tu n'as aucune idée de ce que c'était d'être marié à toi. Le jugement constant, l'analyse froide de chaque émotion, la façon dont tu me faisais sentir comme un spécimen dans une de tes expériences de laboratoire. C'est pour ça que tu as épousé Charles? Parce qu'il te faisait te sentir comme une vraie personne au lieu d'un spécimen. Oui.
Et comment ça s'est terminé? Le silence s'étira entre nous comme un fil tendu. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Tu as détruit ma vie. Non, Isabella, tu as détruit ta vie. J'ai juste documenté le processus. Je t'aimais. Non, tu ne m'aimais pas. Tu aimais ce que je pouvais fournir. La maison, le revenu, le statut social, le filet de sécurité. Mais tu ne m'agis. À mes aimés. Comment peux-tu dire ça? Parce que l'amour ne vole pas. L'amour ne ment pas. L'amour ne trahit pas la personne qui lui fait le plus confiance. Je me penchai légèrement en avant. Tu veux savoir à quoi ressemble l'amour, Isabella? L'amour, c'est ce que Camilla ressentait pour toi avant que tu n'utilises son identité pour financer ton adultère. L'amour, c'est ce que Charles ressentait pour sa femme avant que tu ne le convainques de jeter son mariage à la poubelle. L'amour, c'est ce que je ressentais pour toi avant que je ne réalise que tout en toi était un mensonge soigneusement construit. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Chaque adultère était un choix. Chaque mensonge était un choix. Chaque vol était un choix. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de ces choix pour le reste de ta vie. Elle pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage d'une manière qui aurait pu m'émouvoir autrefois. Mais j'avais déjà vu cette performance dans notre cuisine, dans notre chambre, dans le bureau de notre conseiller conjugal. Les larmes étaient réelles, mais elles n'étaient pas dues au remords. Elles étaient dues à la perte de contrôle. « Qu'est-ce que tu veux de moi » murmura-t-elle. « Rien. Je ne veux plus jamais rien de toi. » Alors pourquoi as-tu accepté cette rencontre? Parce que je voulais voir si la prison t'avait appris quelque chose sur la responsabilité et les conséquences. Apparemment, non. J'ai appris beaucoup de choses sur les conséquences, dit-elle. Et pour la première fois, il y avait un véritable venin dans sa voix. J'ai appris que certaines personnes peuvent détruire les autres sans en subir elles-mêmes. Est-ce une menace? C'est une observation. Eh bien, voici une observation pour toi. Je ne suis plus le même homme que tu as manipulé pendant 7 ans. Je ne vais plus me faire prendre au dépourvu. Je ne vais plus te faire confiance, t'aider ou te donner l'occasion de me blesser ou de blesser qui que ce soit d'autre qui compte pour moi. Tu te crois si intelligent? Je crois que je suis prudent. Et je crois que tu es prévisible. Je me suis levé pour partir, mais elle m'a appelé. Cooper. Je me suis retourné. Ce n'est pas fini. Si, dis-je calmement. C'est fini. En m'éloignant, je l'ai entendu crier mon nom, sa voix montant en hauteur et en désespoir. Les gardes se sont approchés pour la calmer, et j'ai entendu le bruit des chaises qui grinçaient contre le linoléum alors qu'elles se débattaient contre leur emprise. Je ne me suis pas retourné. 6 mois après la libération d'Isabella de prison, j'étais assis dans mon bureau à domicile, en train d'examiner les rapports trimestriels de mon nouveau poste dans une entreprise de recherche pharmaceutique à Seattle. Le déménagement avait été stratégique, assez loin de Chicago pour rendre tout contact fortuit impossible, assez proche des grandes zones métropolitaines pour maintenir mon réseau professionnel. J'avais vendu la maison de Chicago avec un profit important et j'avais acheté une structure moderniste en verre et en acier surplombant le Puget Sound. Le nouvel endroit était magnifique, minimaliste et totalement exempt de souvenirs. Aucun fantôme ne hantait ses murs.